Je me tenais dans le couloir faiblement éclairé, tremblant de la tête aux pieds, me demandant comment une mère pouvait claquer la porte au nez de son propre enfant avec une telle froideur. Une seule valise reposait à mes côtés. Tout ce que je possédais était à l'intérieur, tout ce que j'avais réussi à sauver après qu'elle m'ait jeté dehors comme un vulgaire déchet. Et le plus cruel dans tout ça, c'est arrivé le jour même où je lui ai annoncé que j'avais l'intention de la poursuivre en justice pour avoir volé l'argent que mon grand-père avait mis de côté pour mes études. Tu as déjà été traité d'ingrate par les mêmes personnes qui t'avaient promis protection? C'est comme tomber d'une falaise sans jamais avoir voulu grimper. Je me souviens de moi à 7 ans, assise sur notre vieux tapis du salon, regardant ma grande sœur Mandy ouvrir boîte après boîte de vêtements neufs. Elle riait, lançait des blouses pastel et des chaussures partout, pendant que maman s'extasiait sur sa beauté. Moi, j'essayais juste de devenir invisible, car au fond, je savais que je ne pourrais jamais rivaliser. Mon prénom? Peu importe. La plupart de ma vie, j'ai cru que invisible me convenait mieux. J'ai 18 ans maintenant, j'ai appris à parler, mais il m'a fallu des années pour trouver ma voie. Le premier vrai souvenir d'un cœur brisé, c'était à Noël. J'étais recroquevillé derrière le sapin, les genoux serrés contre moi, pendant que Mandy exhibait ses nouvelles bottes et son manteau assorti. La voix de maman a résonné. Elle n'est pas parfaite dans cette tenue? Parfaite, en effet. Moi, j'ai eu une simple écharpe tricotée probablement dénichée dans une boîte de promo, parce que, selon mes parents, pas besoin de dépenser trop pour moi. Je me souviens encore de cette écharpe rêche contre mon cou, comme un message silencieux. Tu ne vaux pas plus que ça. À l'époque, je n'avais pas de mots pour exprimer le vide. Mais chaque fois que je franchissais le seuil de cette maison, j'avais cette boule au ventre. Est-ce qu'on allait m'ignorer? Me crier dessus? Parfois les deux, d'abord le silence, puis les reproches. Mandy était l'enfant doré, celle qui ne faisait jamais rien de mal. Maman la chérissait. Papa hochait la tête et suivait, trop occupé, trop indifférent ou trop fatigué pour s'en soucier. Je pensais que la ferme de grand-père était le seul endroit au monde où l'air était respirable. Chaque été, à partir de mes 10 ans, il arrivait dans son vieux pick-up rouillé et criait « Prête à t'évader ?» Et je l'étais, toujours. Mes parents ne versaient pas une larme. Juste un sois sage, distrait, et le bruit sec d'une portière qui se referme. Ce premier été, je me souviens être resté près de l'enclos avec les chevaux. Le soleil m'éblouissait. J'ai tendu la main vers une jument, et grand-père a dit doucement « Tu mérites mieux que des miettes ». Je n'ai rien répondu. J'avais peur qu'en le disant à voix haute, cela rende réel le fait que ma propre famille ne m'aimait pas comme elle aimait Mandy. Ce soir-là, j'étais assise près du feu, emmitouflée dans une couverture. Grand-père en a déposé une autre sur mes épaules, sans rien dire. « Ils te font du mal chez toi ?» J'ai fixé les flammes. « Pas physiquement. » Il a hoché la tête, comme s'il le savait déjà. « Ici, tu es en sécurité, » a-t-il dit. Et pour la première fois de ma vie, j'ai cru que quelqu'un le pensait vraiment. À 16 ans, la toux de grand-père résonnait contre les murs de la grange. J'ai proposé de rester avec lui à plein temps. Mes parents ont accepté trop facilement, presque soulagés de se débarrasser de moi. Je suis devenu son aide, sa soignante, sa compagnie. On cuisinait ensemble, je lui lisais le journal, je lui massais la poitrine avec des pommades. Puis est venu le jour où il a réuni la famille dans le salon. J'étais assise par terre, près de son fauteuil. Mandy textait tout le long. « Je veux que ce soit clair, » a dit grand-père. « La ferme revient au garçon. L'argent liquide est partagé. 75 $ à son père et 75 € à elle. Il a hoché la tête vers moi pour ses études. Ma mère n'a même pas essayé de cacher son mécontentement. » Mandy a ricané. « Pourquoi elle aurait besoin de tant d'argent pour aller à la fac ?» a-t-elle marmonné. Grand-père n'a pas bronché. « Parce qu'elle a des rêves. Et je veux la voir les poursuivre. » Il est mort 3 semaines plus tard. Après les funérailles, mes parents ne m'ont pas adressé un mot pendant des jours. Puis un soir, j'ai osé. J'ai besoin de l'argent que grand-père m'a laissé. Les délais d'inscription, ma mère m'a interrompu. Mandy en avait besoin. On lui a donné. Quoi? Ma voix s'est brisée. Tu lui as donné? Elle a une entreprise à lancer, a-t-elle répondu froidement. La tienne peut attendre. Vous m'avez volé mon avenir, ai-je soufflé. Mon cœur battait à tout rompre. Vous n'en aviez pas le droit. On t'a élevé, a-t-elle rétorqué. On t'a donné un toit. Tu veux plus? Trouve-toi un boulot comme tout le monde. Mon père était près de l'évier, bras croisés, silencieux. Mandy est apparue derrière moi, aussi arrogante que d'habitude. Tu fais tout un drame pour 3 sous?
C'était 75 000 $. Elle a ri. Alors prends une année sabbatique. Pas la fin du monde. Moi j'en avais plus besoin. Et là j'ai compris quelque chose d'effrayant. Ils ne m'ont jamais vu comme une personne, juste une obligation. Un fardeau temporaire à nourrir jusqu'à mes 18 ans. Je suis allé dans ma chambre, la gorge nouée. J'ai regardé mes brochures d'université, toujours soigneusement empilées sur mon bureau, et j'ai eu la nausée. Cette nuit-là, j'ai écrit à l'avocate de grand-père. Je l'ai trouvé recroquevillé sur le canapé, en train de faire défiler son téléphone comme si de rien n'était. L'odeur de l'après-rasage de grand-père flottait encore dans la pièce. Son fauteuil était vide. « Tu l'as volé », ai-je dit. Elle n'a pas levé les yeux. J'ai demandé. Ils me l'ont donné. C'était mon fonds pour la fac, tu le savais. Elle a enfin croisé mon regard. Grand-père ne comprenait pas l'importance de mon entreprise. Toi, t'es maligne. Tu t'en sortiras. Peu. Être que la fac, c'est pas ton chemin. J'ai cligné des yeux. Donc ruiner mon avenir, c'est juste un changement de cap? Elle a haussé les épaules. T'as encore un toit. Ce n'était pas un toit. C'était un plafond qui m'écrasait. Si tu ne me le rends pas, je te poursuis. Elle a ri. Toi? Avec quel argent, s'il te plaît? Son sourire en coin disait tout. Elle ne croyait pas que j'en avais le courage. Mes parents non plus. J'ai préparé mon sac. Je suis allé dans la cuisine. Je vais voir l'avocate de grand-père, ai-je dit. Soit vous me rendez l'argent, soit je vais au tribunal. Maman s'est figée en buvant son thé. Tu plaisantes. Non, j'en ai assez qu'on m'écrase. Papa a marmonné un truc sur la loyauté familiale. Mandy sirotait son jus comme si on jouait une pièce de théâtre. Et tu vas payer un avocat comment, chérie? Je trouverai, comme vous l'avez dit, je suis maligne. Maman s'est levée, regard perçant. Après tout ce qu'on a fait pour toi, voilà comment tu nous remercies. Vous n'avez pas élevé une fille. Vous avez élevé un bouc émissaire, ai-je dit, la voix tremblante. La lettre est arrivée. L'avocate de grand-père avait officialisé les choses. Je suis rentré tard. Ma mère m'attendait, tenant le papier froissé comme une menace. Tu veux mêler des étrangers à cette famille? A-t-elle sifflé. Alors pars. J'ai reculé. Tu me mets à la porte? Tu n'es plus ma fille. Elle m'a jeté mon sac. J'ai entendu Mandy rire dans l'autre pièce. Mon père se tenait derrière elle comme une ombre. Il n'a pas dit un mot. Je suis sorti dans la nuit, sans nulle part où aller, la lumière du porche s'éteignant derrière moi. Ce soir-là, j'ai arrêté d'appeler cet endroit ma maison. Le soir où j'ai été expulsé, j'ai marché 3 kilomètres avec un seul sac, une brochure d'université pliée et coincée entre mes chaussettes. J'ai fini sur le canapé de mon amie Elena. Elle n'a posé aucune question. Elle m'a tendu une couverture et a dit « Reste tant que tu veux ». J'ai commencé à travailler dans un café à 3 rues de là. Des shifts de nuit, des uniformes gras, les doigts crispés. Je nettoyais les tables pendant que des groupes d'ados riaient de leur soirée en résidence universitaire. J'étais censé être l'une d'eux. Au lieu de ça, je frottais le sol sous leurs pieds. Chaque nuit, allongé sur ce canapé, je fixais le plafond, revivant le moment où ma mère m'a dit que je n'étais plus sa fille. Est-ce que j'étais sans cœur de les poursuivre en justice? Est-ce que je faisais ce qu'il fallait? Puis Mandy a appelé. « Tu trouves ça drôle ?» a-t-elle craché. Maman ne dort plus. Papa a fait une montée de tension. C'est de ta faute. J'ai serré le téléphone. Ma faute? Tu as volé l'argent que grand-père m'avait laissé. Tu pensais qu'il n'y aurait pas de conséquences? Son ton est devenu moqueur. Wow! Petite victime courageuse. Tu poursuis ta propre famille. T'as toujours voulu de l'attention, maintenant tu l'as. J'ai dégluti. J'ai essayé de vous parler. Vous ne m'avez laissé aucun choix. Elle a soufflé. Tu vas perdre. On a des vrais avocats. Toi, tu as un canapé et un job à mi-temps. Tu n'as aucune chance. Puis elle a raccroché. Je suis resté debout dans la salle de pause du café. Téléphone à la main, le souffle court. Quelque chose a changé en moi. Si c'était la guerre qu'ils voulaient, ils allaient la voir. Je portais des vêtements empruntés. Mes chaussures étaient trouées. Quand j'ai franchi les portes du tribunal, j'avais l'impression d'entrer dans une embuscade. Mes parents étaient assis de l'autre côté, raides, le visage figé comme des statues de pierre. Mandy était affalée à côté d'eux, tapotant son talon comme si elle assistait à un défilé. Le juge a lu à voix haute cette ligne du testament de grand-père, 75 $, pour l'avenir éducatif de ma petite fille. Quand on m'a demandé pourquoi je n'avais jamais vu un centime, j'ai tout raconté. Les regards fuyants, les attends un an, l'expulsion, la trahison. Leur avocat m'a traité de « difficile ».
Il a dit que j'étais parti de mon plein gré. Que l'argent avait été utilisé pour les besoins de la famille. J'ai regardé le juge. Le besoin, c'était mes études. C'est ce que voulait grand-père. C'est ce qu'ils ont ignoré. Quand le juge a demandé à mon père pourquoi l'argent n'avait pas été placé dans un fonds protégé, il s'est agité sur son siège. C'était un malentendu. On pensait pouvoir le rembourser. Vous n'avez jamais eu l'intention de le faire, ai-je murmuré. La salle est restée silencieuse. Enfin, le verdict est tombé. Mon père devait payer directement tous mes frais d'université, jusqu'à atteindre 75 $. Une petite victoire, pas la liberté, mais un levier. Devant le tribunal, il m'a rattrapé. Je n'ai jamais voulu ça, a-t-il dit. Tu es toujours ma fille. Je veux arranger les choses. J'ai retiré ma main. Tu es resté silencieux pendant qu'elle me jetait dehors. Tu as regardé. Je ne savais pas quoi faire. Je l'ai regardé. Tu ne sais toujours pas. Et je suis parti. Quelques semaines plus tard, les paiements de scolarité étaient déjà en retard. Je comptais les tranches de pain quand j'ai reçu un message de ma cousine. Le café de Mandy a été perquisitionné. Machines illégales. Elle a des ennuis. Je n'y ai pas cru. Jusqu'à ce que je voie les infos. Un salon de jeu qui servait de façade à des paris illégaux. Mandy avait investi l'héritage de grand-père, et plus encore là, dedans. Saisi, fermé, employé arrêté, matériel confisqué. Son nom était partout. Je suis resté sans voix. J'avais passé des mois à mendier ce qui m'était dû, pendant qu'elle gaspillait tout dans des machines à sous et des paris clandestins. Ce soir-là, j'ai surpris ma mère en train de laisser un message vocal, via notre compte partagé. Elle pleurait. « On a besoin d'aide. Mandy risque des poursuites. S'il te plaît, la caution, les frais juridiques, n'importe quoi. » 2 heures plus tard, mon téléphone a sonné. La voix de ma mère haletante. « C'est ta sœur. Elle a besoin d'aide. » Je me suis assise lentement. « Tu me demandes de l'aide ?» Elle est en prison. Je suis restée silencieuse. On t'a donné un toit. On t'a élevé. Et maintenant, quand on a besoin de toi, vous ne m'avez pas donné un toit. Vous m'avez mise à la porte. Elle a fait des erreurs. Mais on est une famille. J'ai fermé les yeux. Est-ce que j'étais encore de la famille quand tu as effacé mon nom de ta porte? Un silence. Puis, tu vas le regretter. Tu es froide, comme lui. J'ai souri doucement. Alors être qu'il m'a mieux élevé que toi, et j'ai raccroché. Il n'a pas fallu longtemps pour que la chute de Mandy bouleverse complètement la vie de mes parents. Ils ont dû payer sa caution, et les frais juridiques les vidaient à vue d'œil. Mon père a commencé à enchaîner des petits boulots. Ma mère avait l'air perpétuellement épuisée. La maison dont ils étaient si fiers était soudain en renouvellement d'hypothèque. Les factures s'empilaient. Un après-midi, mon père m'a appelé, la voix basse et tendue. Je sais que tu n'as aucune raison de me faire confiance, mais je vais déposer ton argent pour les frais de scolarité demain. Je te le promets. J'ai hésité, repensant à toutes les promesses non tenues. Je le croirai quand je le verrai, ai-je murmuré. À ma surprise, le lendemain, mon compte universitaire avait bien reçu un virement conséquent. Assez pour couvrir le semestre suivant. Pour la première fois, j'ai eu l'impression que la justice faisait son œuvre. Ce n'était pas l'idéal, mon père n'avait obéi qu'à la décision du tribunal, mais au moins, je n'allais pas devoir abandonner mes études. Quant à ma mère, elle ne s'était pas adoucie d'un poil. Elle m'a passé un dernier coup de fil où elle a craché. « Tu peux me remercier qu'on respecte au moins l'ordonnance du juge. Tu nous retires la nourriture de la bouche pour financer ta petite fac chic. » J'ai répondu calmement. « Ce n'est pas une faveur. C'est ce que voulait grand-père. Et si vous cherchez un coupable, regardez-vous. Vous avez volé ce qui ne vous appartenait pas. » Elle a raccroché violemment. Ce fut notre dernière vraie conversation pendant très longtemps. Malgré les tensions, je me suis plongé dans mes études. Les maths avaient toujours été mon point fort, alors j'ai commencé à faire du tutorat sur le campus. Le soir, je faisais du bénévolat dans un centre pour jeunes être pour offrir, inconsciemment, la gentillesse que je n'avais jamais reçue enfant. Un soir, lors d'un tour de garde au centre, une bénévole nommée Clara m'a demandé pourquoi j'étais aussi déterminé. J'ai esquissé un demi-sourire. C'est la seule façon que je connaisse pour survivre. Avancer, essayer de devenir meilleur. Et, aider quelqu'un d'autre au passage. Elle m'a tapoté l'épaule doucement. J'admire ça. La nuit, mes vieilles blessures me faisaient encore mal. Il m'arrivait de rêver de la ferme, d'entendre la voix rassurante de grand-père me dire que je méritais l'amour et les opportunités. Je me réveillais déterminé à ne pas le décevoir. Le visage de Mandy était dans les infos locales 2 soirs de suite. Pas pour sa ligne de vêtements.
pas pour son image de « girl boss », mais pour fraude aggravée. Son nom traînait dans les gros titres comme une tache. Perquisition dans un café de jeu lié à des activités illégales. La propriétaire visée par une enquête pour blanchiment d'argent et paris clandestins. Elle était en liberté sous caution. Personne ne savait où elle vivait. La dernière info, c'était qu'elle avait dépassé ses plafonds de cartes de crédit et abandonné une amie qui avait co-signé son bail. Du pur Mandy, elle met le feu à la pièce, puis s'attend à ce que quelqu'un d'autre nettoie les cendres. Un après-midi, j'ai reçu un texto d'un numéro inconnu. Peut-on parler? Je suis désolé. Pas de nom, pas d'emoji, juste 5 mots. Mais je n'avais pas besoin de signature pour savoir de qui il venait. J'ai fixé l'écran plus longtemps que je ne voudrais l'admettre. Une partie de moi avait encore ce réflexe. Peut être qu'elle regrettait vraiment. Cette fois, peut être qu'elle était sincère. Mais je me suis souvenu de son rire quand elle m'avait dit de trouver un boulot, après avoir volé mon argent. Je me suis souvenu d'elle, dans la salle d'audience, tapotant ses ongles, comme si le procès l'ennuyait. J'ai supprimé le message sans répondre. 3 semaines plus tard, je suis tombé sur ma mère par pur hasard sur un parking de supermarché. Elle poussait un chariot à moitié rempli d'articles en promotion. Ses cheveux paraissaient plus fins, son visage plus creusé. Un instant, je me suis demandé si moi aussi j'avais vieilli, ou si je respirais juste mieux. Elle m'a vu, a hésité, puis s'est approchée comme une gamine convoquée chez le proviseur. « J'ai entendu dire que ton père continue de faire les virements, a-t-elle dit. C'est bien. C'est déjà ça. J'ai hoché la tête, prudemment. Oui, selon l'ordonnance du tribunal. Ses lèvres ont tressailli. Il fait de son mieux, tu sais. On fait tous les deux de notre mieux. Un silence. Puis le vrai motif de son approche, on est dans la galère. La maison risque d'être saisie. Ton père ne peut pas gérer les frais juridiques de Mandy tout seul. Elle a cligné des yeux. Est-ce que tu envisagerais d'aider? Je me suis figé. Tu veux que j'aide à payer la défense de Mandy? Elle a posé une main sur sa poitrine. On est une famille. Une famille, ça s'aide. J'ai laissé échapper un petit rire incrédule. Quand j'avais besoin d'aide, tu m'as balancé ma valise à la porte. C'était une erreur. J'étais en colère. Non, ai-je répondu, plus ferme. Tu n'étais pas en colère. Tu étais fidèle à toi-même. Tu l'as toujours choisi. À chaque fois, elle a voulu protester, mais je l'ai interrompue. Tu sais ce que ça fait, de regarder ta sœur brûler ton avenir pendant que tes parents tiennent l'allumette? Elle a cligné des yeux, des larmes montant. Mais je ne savais pas si c'était du regret ou du désespoir. J'ai reculé. Toi et Mandy avez toujours bien fait comprendre que je ne faisais pas partie de votre nous. Ce n'est pas maintenant que ça va changer. Elle ne m'a pas suivi. Elle est restée là, figée dans le vent froid, agrippant un sac plastique comme s'il pouvait l'ancrer à son passé. Les mois ont défilé entre cours, révisions nocturnes et reconstructions lentes. Les chèques de mon père continuaient d'arriver parfois en retard, jamais avec des excuses, mais ils arrivaient. Pour la première fois de ma vie, je ressentais un soutien constant, même s'il était imposé par la justice. J'ai rejoint un programme de leadership sur le campus. J'ai cofondé un club de mentorat. J'ai construit une nouvelle version de moi-même, une qui ne tremblait plus quand quelqu'un élevait la voix, une qui ne confondait plus culpabilisation et amour. Parfois, avant les examens, je me regardais dans le miroir et murmurais « Grand-père serait fier ». Et à chaque fois, l'air autour de moi semblait plus léger. J'ai commencé à écrire des confessions anonymes en ligne sur ce que cela signifiait d'être le bouc émissaire de sa propre famille. Des milliers d'inconnus m'ont répondu avec des histoires étrangement similaires à la mienne. Il s'avère que la trahison familiale est une épidémie silencieuse. Mais la guérison, elle peut être contagieuse elle aussi. C'était ma 2e année à l'université quand papa m'a envoyé un message. Un café? Juste discuter. Sans pression. On s'est retrouvés dans un petit troquet près du campus. Il avait l'air épuisé, comme quelqu'un qui avait vieilli trop vite. Après un long silence, il a dit « J'aurais dû faire plus. Je t'ai regardé sombrer. Et je n'ai rien fait. » Je remuais mon café. « Pourquoi tu ne l'as pas arrêtée, elle ou maman ?» J'avais peur. Mandy était manipulatrice. Ta mère criait. Je ne savais pas comment choisir un camp. « Tu en as choisi un, » ai-je dit doucement. Ce n'était pas le mien. Il a baissé les yeux, honteux. Je continue les paiements, jusqu'à ce qu'on atteigne ce que ton grand-père t'avait laissé. C'est bien, mais ce n'est pas qu'une question d'argent. Je sais. Il a relevé les yeux, rougi. Mais être qu'on peut reconstruire quelque chose. Lentement. J'aimerais te connaître à nouveau si tu veux bien. J'ai hoché la tête, méfiante. Je n'oublierai pas ce qui s'est passé. Mais je suis ouverte à voir ce qui est possible. En partant, il a essayé de me prendre dans ses bras. J'ai tendu la main pour une poignée.
Des petits pas, mais dans la bonne direction. Quelques mois plus tard, le verdict dans l'affaire de Mandy est tombé. Elle a plaidé coupable à des charges réduites pour éviter un long procès. Le juge l'a condamnée à une mise à l'épreuve, une lourde amende et des heures de travaux d'intérêt général, en précisant que tout écart l'amènerait directement en prison. Les médias locaux se sont régalés. Mandy, autrefois la jeune entrepreneur adulée, était désormais cataloguée comme une criminelle ayant exploité les gens via des machines truquées et des pratiques douteuses. J'ai appris qu'elle était furieuse, blâmant tout le monde pour sa chute, ses partenaires incompétents, ses amis déloyaux, même nos parents pour ne pas lui avoir offert plus de soutien. Elle n'a jamais, pas une seule fois, reconnu sa responsabilité, et certainement jamais présenté d'excuses. Un soir, elle s'est présentée devant ma résidence universitaire. Je l'ai vue depuis la fenêtre, tournant en rond devant l'entrée, les bras croisés. Mon cœur s'est emballé. Est-ce que je voulais vraiment lui faire face? Une vague de colère et de déception m'a traversé, mais la curiosité m'a poussé à descendre. Nous nous sommes tenus à quelques pas l'une de l'autre, le vent d'automne soufflant entre nous. Elle a brisé le silence. J'ai tout perdu. Mon entreprise, ma réputation. Je ne trouve même plus de boulot décent. Tu as eu ce que tu voulais, non? J'ai pris une profonde inspiration. Ce que je voulais, c'était aller à l'université. Tu m'as volé ça. Tout ce que j'ai fait, c'est me battre pour le récupérer. Ses yeux ont lancé des éclairs. Tu n'as aucune idée de ce que je vis. Les gens me traitent comme un monstre. J'ai serré la mâchoire. Tu aurais dû y penser avant de voler mon fonds d'études et de monter un réseau de jeux illégaux. Elle s'est tendue. Si papa et maman m'avaient laissé plus de temps, j'aurais réussi. Maintenant, je suis une paria. Quelque chose, dans son égoïsme, m'a fait comprendre qu'elle n'avait rien appris. Tu n'es pas là pour t'excuser, ai-je murmuré. Tu es là pour me blâmer de tes erreurs. Elle a fait un pas en avant, la voix tremblante de ressentiment. J'ai juste besoin d'un peu d'aide. Quelques centaines de dollars pour m'en sortir, j'ai levé la main. Hors de question. Son visage s'est déformé par la rage. Je suis ta sœur. Drôle. Je ne me souviens pas que ça comptait pour toi quand tu m'as dit d'abandonner l'université. Elle a levé les bras, exaspérée. Alors c'est tout? Tu vas juste me regarder souffrir? Un petit rire amer m'a échappé. Je ne regarde pas. Je continue ma route. Les conséquences que tu vis, tu les as choisies? Elle a ouvert la bouche, prête à répliquer, puis s'est ravisée. Peu, être qu'elle a compris qu'il n'y avait plus rien à dire. Elle a tourné les talons et s'est éloignée, les épaules raides, gonflées de fierté blessée. Je l'ai regardée partir. Puis, en silence, je suis remonté chez moi, le cœur partagé entre soulagement et tristesse. En 3e année, mes frais de scolarité étaient entièrement couverts par les versements de mon père. Il avait fallu un procès, des déchirements, et l'effondrement de cette famille autrefois intimidante pour que le testament de grand-père soit enfin respecté. Pendant ce temps, Mandy était toujours ruinée. Aux dernières nouvelles, elle dormait sur les canapés d'amis. Mes parents, eux, luttaient encore avec leur hypothèque. L'illusion de la famille parfaite s'était effondrée. Même si papa avait peu de moyens, il commençait à montrer de vrais remords. Il appelait parfois, demandait comment s'étaient passés mes examens, s'il me manquait quelque chose à manger. Au début, c'était maladroit, mais je me surprenais à m'adoucir. Je voyais un homme profondément imparfait qui essayait enfin de devenir meilleur. Certains jours, je laissais un peu de confiance revenir. D'autres jours, je restais sur mes gardes. La guérison, j'ai compris, est un processus, pas une transformation instantanée. J'ai décidé qu'il était temps de raconter mon histoire plus largement. J'ai publié un témoignage en ligne, décrivant le favoritisme, l'héritage volé, le procès et l'effondrement familial. La réponse a été bouleversante, des centaines de messages de gens qui avaient vécu les mêmes trahisons, qui avaient été les boucs émissaires dans leur propre famille. Ils m'ont dit que mon histoire leur donnait de l'espoir, et leurs mots, à leur tour, m'ont donné de la force. Je n'étais pas seul, aucun de nous ne l'était. Le jour de la remise des diplômes est enfin arrivé. J'ai traversé la Seine en toge et mortier, le cœur battant. Parmi le petit groupe d'amis venus me soutenir, j'ai aperçu quelqu'un au fond de l'auditorium. Mon père. Il m'a adressé un sourire hésitant et un léger hochement de tête pendant que je serrais mon diplôme. Ce n'était peu. Être pas l'applaudissement fier et bruyant qu'un parent aimant offre habituellement. Mais c'était un pas. Pour la première fois depuis mon enfance, j'ai ressenti une étincelle de chaleur de sa part. Plus tard, debout à l'extérieur, parmi les diplômés posant pour les photos, je n'ai pas pu m'empêcher de penser à grand-père. J'aurais tellement voulu qu'il soit là, me prenant en photo, me serrant fort dans ses bras, me disant à quel point il était fier. Dans mon esprit, j'ai entendu sa voix, calme et rassurante.
Ne les laisse pas voler ton avenir. Les larmes me sont montées aux yeux, une boule dans la gorge, et je les remercie en silence pour tout. Ce soir-là, dans le calme de mon petit appartement, j'ai pris mon diplôme dans les mains. J'ai fixé le nom de l'université que je n'aurais jamais cru pouvoir fréquenter, et j'ai murmuré dans la pièce vide. J'y suis arrivé, grand-père. La lampe a vacillé doucement, et j'ai senti une paix s'installer dans mon cœur. J'ai encore des défis devant moi: reconstruire mes finances, planifier ma carrière, continuer à réparer ou maintenir la distance dans les relations familiales d'une manière qui me protège et me maintienne en équilibre émotionnel. Mais j'ai ma dignité. Je me suis défendu quand personne d'autre ne l'a fait, et pour cela, je ne ressens aucun regret. Certains disent que la justice n'est jamais vraiment rendue dans les conflits familiaux. Mais dans mon cas, elle m'a apporté une forme de paix. Mandy a été rattrapée par ses actes, mes parents ont dû faire face aux conséquences de leur favoritisme, et moi, je suis sorti de ce chaos non seulement comme une survivante, mais comme une personne qui a repris le contrôle de sa propre vie. Mon père essaye de recoller les morceaux, petit à petit, et être juste être qu'un jour, je serai prête à pardonner entièrement. En attendant, je me concentre sur l'avenir, sur celle que grand-père m'a toujours encouragé à devenir. Je partage cette histoire à la fois comme une confession et comme un témoignage. Quand on défend ce qui est juste, même si cela signifie s'opposer à ceux qui vous ont donné la vie, on découvre parfois en soi une force insoupçonnée. Et parfois, dans les moments les plus sombres, une petite lumière d'espoir brille encore, surtout quand elle est allumée par la mémoire de quelqu'un qui vous a vraiment aimé. Ce n'est pas une fin de conte de fées, mais c'est ma fin. Et pour moi, c'est suffisant. Quelques semaines après la remise des diplômes, j'ai reçu une lettre du tribunal du comté. Le règlement final avec mes parents avait été honoré, ma scolarité était entièrement financée jusqu'à la limite fixée par le testament de grand-père. Plus aucun paiement requis. La dernière ligne disait « Cette affaire est classée ». Une phrase simple, mais qui avait la force d'un tremblement intérieur. Elle résonnait bien au-delà du simple papier. Elle sonnait comme une porte émotionnelle qui se refermait sur des années de tourmente. Est-ce que les antagonistes ont chuté lourdement? À bien des égards, oui. Mandy a fait face à des conséquences juridiques, au rejet social, à une pression financière constante. Mes parents, eux, ont dû réaliser que leur favoritisme leur avait coûté de l'argent et le respect. Leur enfant doré ne leur avait apporté que dettes et déshonneur. Et moi, je me suis relevé du chaos avec un but. Je ne suis pas totalement guéri, mais je suis en train de guérir. Je ne suis pas riche, mais je suis plus forte. Je ne suis pas seule, car l'amour de grand-père vit encore en moi. Je porte son héritage, non seulement à travers les études qu'il m'a permises, mais aussi par la conviction profonde qu'une vraie famille vous soutient, vous défend et ne vous abandonne jamais lorsque vous avez le plus besoin d'elle. Je suis la preuve vivante qu'on peut se libérer des circonstances les plus toxiques, qu'on peut revendiquer son avenir, même s'il faut traverser le feu pour y arriver. Et si tu lis ces mots en te demandant si tu auras le courage de tenir tête à une force qui semble plus grande et plus puissante que toi, crois-moi, tu lasses. Fais juste ce premier pas, puis le suivant. Continue, jusqu'à récupérer ce qui t'a toujours appartenu, ta vie, ta valeur, ta liberté.